Avez-vous déjà eu l'impression de passer à côté de quelque chose? Vous voyez sur les réseaux sociaux plein de gens parler d'une tendance qui les passionne. Tous vos amis parlent de ça, ils sont hyper heureux et vous êtes là, tout seul. Vous ne comprenez pas pourquoi tout le monde trouve ça incroyable. Ça peut être n'importe quoi. Vous voyez plein de gens parler du dernier chapitre incroyable de One Piece. Vous voyez tout le monde rigoler devant un hamster sur TikTok. Tout le monde vous parle de cette série, de ce film impossible à manquer, de ce chef-d'œuvre qui a bouleversé leur vie. Et vous ne comprenez pas pourquoi c'est si incroyable. Chez moi, cette chose a un nom. Elle s'appelle Elden Ring. Elden Ring, c'est le jeu qui a renversé tout Internet en 2022. Les environnements sont magnifiques, les musiques sont légendaires, et partout sur les réseaux, on voit des mots revenir en boucle. Chef-d'œuvre, masterclass. Tout le monde n'en dit que du bien. Même les gens qui n'apprécient pas le genre du jeu reconnaissent que c'est un jeu incroyable. Et les quelques personnes qui en disent du mal sont considérées comme trop nulles pour le jeu. Si tu penses que c'est objectivement mauvais, c'est parce que t'as pas la capacité pour l'apprécier. C'est toi qui es trop mauvais pour voir à quel point le jeu est une réussite. Les avis sont unanimes. C'est une pépite du jeu vidéo. Et ce titre lui reviendra officiellement lorsqu'il sera proclamé meilleur jeu de l'année 2022. Alright. Game of the year winner is Elden Ring. Tout le monde était heureux. Sauf que moi, j'ai loupé ça. En 2022, j'en avais rien à foutre d'Elden Ring. J'en avais aussi rien à foutre des autres jeux du studio qui a développé Elden Ring, à savoir le studio From Software. J'ai pas joué à Demon's Souls, je n'ai pas touché au Dark Souls et j'avais complètement esquivé Bloodborne. Le seul jeu fait par From Software auquel j'ai joué, c'est Sekiro. Donc en soi, j'avais déjà un peu goûté à ce qui fait la renommée du studio, à savoir la difficulté de leur jeu. Okay, can we skip this guy? Dans Sekiro, on doit régulièrement affronter des boss à l'aide de notre sabre et nos différents équipements. Exactement comme dans Elden Ring au final. Outre le fait que dans Sekiro, on a un grappin qui nous permet de nous déplacer de manière ultra satisfaisante et amusante. Autrement dit, en 2022, là où tout le monde considère Elden Ring comme le sommet du jeu vidéo, le chef-d'œuvre qui vient s'ajouter au panthéon, pour moi, c'est juste Sekiro sans grappin. Autrement dit, une version chiante de Sekiro. Comme de nombreuses personnes qui sont passées à côté d'œuvres très populaires comme One Piece, Baldur's Gate 3, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, moi je suis passé à côté d'Elden Ring. Pourquoi est-ce que je ne vois pas en quoi ce jeu est si unique? Pourquoi est-ce que je peux pas être heureux comme tout le monde l'était en 2022? Pourquoi est-ce que je ne comprends pas Elden Ring? Ces trois questions-là, c'est les questions que je me posais en boucle en voyant 2 ans plus tard, en 2024, toujours des gens parler d'Elden Ring comme si le jeu était sorti hier. Et c'est là que j'ai alors décidé de franchir le pas. Ce soir, je n'allais pas scroller sur les réseaux pendant des heures. Je n'allais pas lancer une 100e game de League of Legends ou de Valorant. Je n'allais pas regarder une série que de toute façon j'avais déjà vue 10 fois. Ce soir-là, nous étions le 23 janvier 2024 quand j'ai acheté Elden Ring. Rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. J'allais enfin comprendre cet engouement. The call of long lost grace speaks to us all. J'allais enfin voir la lumière. Horalu, chieftain of the Badlands, the ever-brilliant Gold Mask. Fear, the deathbed companion, the loathsome dung-eater, and Sir Gideon Ofnir, the all-knowing. J'allais enfin pouvoir dire, moi aussi, j'ai joué à un chef-d'œuvre. And one other, whom grace would again bless, a tarnished of no renown, to stand before the Elden Ring and become the Elden Lord. J'entre dans cet univers.
Je suis un sans-éclat qui tente de devenir seigneur d'Eldon. De ce que j'ai compris, la reine du royaume est portée disparue, ce qui semble être le roi est mort, et les héritiers du trône, qu'on appelle des demi-dieux, se font la guerre pour savoir qui va devenir seigneur d'Eldon. Donc tous ces demi-dieux super imposants, c'est moi qui suis censé les battre, mais c'est pas très important pour l'instant parce que mon attention, elle est captée par un seul truc. Rien que là, tu sens l'ambiance du jeu. Et je me dis que ça va être sympa au final. Tiens, c'est quoi ça? Bande de gros bâtards. La première fois que j'ai lancé Elden Ring, j'ai vraiment pas fait d'effort. J'ai vite fait lu les bulles de texte au début, je comprends vite fait comment fonctionne le système de combat. Au sol, vous l'avez vu, il y a des messages laissés par d'autres joueurs, des messages assez cryptiques parce que tu peux pas écrire lettre par lettre ce que tu veux. Dans Elden Ring, tu choisis des bouts de phrases, donc ça fait des choses plus ou moins compréhensibles comme XXX droit devant. X pourquoi. Donc bon, très approximatif les messages. Il y a aussi des flaques de sang qui indiquent fais gaffe, ici d'autres joueurs sont morts. J'avance un peu et je tombe sur le premier monstre du jeu, je m'apprête à lui montrer l'étendue de tout mon talent accumulé au bout de 20 ans de jeux vidéo en le terrassant sans aucune difficulté, parce que c'est le premier monstre du jeu, et il me défonce au bout de 10 secondes parce que justement, c'est le premier monstre du jeu. Ils avaient fait pareil dans Sekiro, j'aurais dû m'y attendre, le coup de l'adversaire beaucoup trop fort dès le début. Le message d'Elden Ring ici, il est très clair, on va pas te prendre par la main, et si un jour on te prend par la main, c'est pour te la faire bouffer. Ça va être dur et on s'en fout si t'es pas prêt. Je termine le tutoriel sans grande difficulté, j'apprends les touches que j'avais plus ou moins déjà devinées pour la plupart, et une fois arrivé dans la toute première région, j'ai une chose à constater. C'est magnifique. La grande étendue d'herbe, les arbres, le grand arbre doré, et surtout le château là derrière qui a l'air incroyable. Et ma première question c'est, vais-je pouvoir visiter tout ce que je vois? C'est assez bête comme question parce que maintenant on a des jeux comme Zelda Breath of the Wild, mais venant d'une époque où dans les jeux vidéo, les beaux décors, c'était juste des décors, j'ai toujours voulu y aller. Et ça tombe bien parce que le gros château incroyable dans le fond, ça a l'air d'être précisément là où on doit aller. Mais ne nous précipitons pas, devant nous il y a un adversaire. 4 morts. 4 morts, c'est le nombre de morts qu'il m'a fallu pour comprendre que non, je ne suis pas assez fort pour vaincre cet adversaire. Je vais le contourner et suivre les différentes traces de grâce qui ont l'air d'être les traces dorées qui nous guident vers la suite de l'histoire. Je croise des chèvres qui roulent sur elles-mêmes quand je m'approche. C'est assez marrant quand soudain je tombe sur un camp rempli d'ennemis. 2 heures. 2 heures, c'est le temps qu'il m'a fallu pour tous les tuer. Après énormément de morts. Une fois tous tués, je reprends mon chemin, un géant me tombe dessus, me défonce, Alt F4, fin de session, temps de jeu actuel 3 heures, niveau de frustration très élevé. Bon, on n'est peut-être pas parti du bon pied. Une semaine plus tard, je relance le jeu, une meuf apparaît et me donne un cheval, le géant je l'esquive, les gardes je m'en fous, je me fais exploser par un scorpion tireur de carreaux explosifs, une fois, 2 fois, 3 fois, et là au bout de la 3e fois c'est bon, j'en ai marre, je fais le tour, il m'a mis 3 flèches, je lui mets 3 coups d'épée, mort, oh on n'en parle plus. Qui a mis un scorpion ici? Alors pour le coup la réponse c'est les devs, mais il m'a vraiment saoulé le scorpion. Reprenons, je finis par me reposer dans le tunnel juste derrière. Fin de la 2e session. Pas si frustrante, mais pas si satisfaisante pour autant. En fait, je ressens pas le besoin de relancer le jeu. Mais malgré tout, je fais l'effort. 11 février 2024. Je relance le jeu et je découvre qu'à quelques mètres de là où je me reposais, se trouvait en réalité le tout premier boss du jeu. Margit, le déchu. Foul tarnished. In search of the Elden Ring. Emboldened by the flame of ambition. Someone must extinguish thy flame. Let it be Margit the Fell. Le boss est rapide, il a une tonne de points de vie et le moindre de ses coups me rappelle que j'aurais préféré être ailleurs. Il a un immense bâton qui brise ma garde comme si mon bouclier était fait en mousse et il a une portée stratosphérique. Alors là déjà, moi je m'étais dit ok c'est suffisant, mais pour lui c'était pas suffisant de simplement me péter la gueule, non il voulait aussi faire ça avec du style, c'est pour ça que maintenant il y a des armes magiques et qui m'enlèvent de la vie même si je suis en position de garde. C'est marrant parce que je meurs, et je meurs, et je meurs en boucle pendant 2 heures. Et petit à petit, ma frustration commence réellement à se faire ressentir. Navino, oh mon dieu, non, non. Je n'en peux plus.
Et au final, le pire, c'est pas sa tonne de points de vie, c'est pas son immense arme, c'est pas ces énormes dégâts qu'il me met à chaque fois qu'il me touche. Non, le pire, c'est quelque chose de beaucoup plus vicieux, quelque chose qui va te ronger l'esprit. Le pire, c'est sa phrase quand tu meurs. Je pense que n'importe quel humain constitué correctement aurait déjà laissé tomber. Il serait sans doute parti faire quelque chose de plus constructif, ou simplement de moins emmerdant, mais je vais pas lâcher l'affaire. Je commence à apprendre ses attaques, je commence à capter quand pouvoir taper, mais à peine je lui enlève une petite part de sa barre de vie qu'il invoque un immense marteau. Et là c'est le cirque du soleil, je fais des roulades partout, je suis en RP chèvre du début du jeu. Et ça c'est marrant parce que c'est quelque chose qui ne marche absolument pas sur Margit. Margit sait que ma seule stratégie pour rester en vie c'est de faire des roulades partout. Et les développeurs savaient très bien que c'était la stratégie qu'allait adopter la majorité des joueurs. Donc ils ont fait en sorte que Margit n'attaque pas directement. Dans son pattern, Margit est programmé pour feinter ses attaques. Il va les déclencher plus tard que prévu. Pour être précis, ce sont les animations de Margit qui donnent cette impression qu'il feinte ses attaques. On a vraiment l'impression qu'il est en train d'attendre. Il attend gentiment que ma roulade se termine pour me défoncer le crâne. Merde! 4 heures. C'est le temps qu'il m'a fallu avant de rage quitter le jeu et ne plus le relancer. 4 heures à mourir en boucle et pas réussir le premier boss. La première question que j'ai en tête, c'est en dehors des gros sadomaso, qui aime ça? Qui aime se faire enchaîner par un vieux mec avec son gros bâton pendant 4 heures? Ma deuxième question c'est, est-ce que c'est réellement ça le meilleur jeu de l'année 2022? Un jeu où tous les adversaires ont 15 fois ton niveau et tu passes ton temps à mourir en boucle. Dans n'importe quel bon jeu, le premier boss, ça doit être un challenge. Mais c'est pas un truc qui va te dégoûter du jeu. 95% des joueurs vont trouver un premier boss dur, mais vont réussir à le passer. Vous savez quel est le pourcentage de joueurs qui n'a pas tué Margit? 30% des joueurs n'ont même pas réussi le premier boss. Est-ce que c'est vraiment ça un game design compétent? Un game design qui pousse 30% des joueurs à se barrer du jeu dès la première réelle difficulté? Moi je pense pas. Je le savais, j'aurais pas dû céder à la hype. De toute façon, à chaque fois qu'un truc est survendu comme étant incroyable, c'est forcément décevant. Allez, ça dégage. J'ai continué à faire ma vie. Écrire, tourner, monter, faire des lives en boucle. 11 mars 2024. Je scrolle les réseaux quand je tombe sur ça. Comment j'ai pu passer à côté d'Elden Ring à sa sortie? Plus j'y joue, plus je ressens le chef-d'œuvre. Toujours les mêmes mots. Le mec qui tweet ça, je le connais, et donc je décide de lui envoyer un message. Yo Gaspo, je viens de voir ton tweet sur Elden Ring et ton avis m'intéresse. Personnellement, je ne comprends pas ce jeu, et ça m'intéresserait de savoir à quel moment le jeu a réussi à te prendre dans son univers, parce que moi, j'y suis full indifférent. ATM. J'aime beaucoup le côté « Allez, je vais découvrir il y a quoi dans cet endroit de la carte » et tu découvres toujours un environnement tellement travaillé, plus un boss super bien design. Ok. Depuis le début du jeu, au final, je ne fais que suivre le chemin tracé sans prendre le temps de comprendre mon environnement. Et manifestement, c'est ça la première erreur. Je dois vous raconter une histoire. Quand j'étais petit, un jour mon père m'a offert un jeu. C'était Dragon Quest 9 sur Nintendo DS. J'étais hyper content parce que j'adore l'univers Dragon Quest. J'ai mon personnage, je monte mon équipe, je les fais passer de niveau, et j'arrive à un moment du jeu où le boss c'est une immense araignée. Mon équipe elle est très simple, hein. J'ai un troubadour et 3 mages. Et je n'arrive pas à passer le boss. Je me fais défoncer à chaque fois. La compo était pas bonne, j'avais pas le niveau, j'avais pas les équipements. Et à force de perdre en boucle jour après jour sur ce boss, j'ai coupé le jeu et je ne l'ai pas rallumé. J'avais suivi exactement le chemin qu'il fallait et pourtant j'étais bloqué. J'étais tellement frustré que j'ai effacé ma sauvegarde. Et quand un jour j'ai eu la foi de relancer une deuxième sauvegarde, je me suis dit ok, suivre la ligne principale ne suffit pas. Je me dirige tout droit vers un mur. Et vu que mon espace de jeu est limité, vu que le boss bloque le reste de la map, bah c'est pas grave. Je vais juste tout faire en attendant. On va jouer dans l'espace disponible. J'ai remonté un perso, j'ai refait une équipe et j'ai exploré toute la map. Tous les recoins, tous les trésors. Et du coup, je suis arrivé devant l'araignée avec 40 niveaux d'avance. Je lui ai laissé aucune chance. J'avais réussi à faire tomber le mur. Et ça, j'ai réussi à le faire parce que j'avais pris le temps d'explorer le monde qui m'entourait. Je faisais pas que simplement suivre les traces de grâce qui me faisaient avancer dans l'histoire. J'avais compris comment jouer à Dragon Quest. Et c'est en repensant à cette histoire qui de base n'avait rien à voir, une histoire qui s'est passée il y a plus de 10 ans, que j'ai enfin compris comment aujourd'hui, je dois jouer à Elden Ring. C'est donc un mois plus tard, jour pour jour après avoir lancé ma dernière session de jeu,
que je décide enfin de relancer Elden Ring. Je relance le jeu avec une mission en tête. Je veux découvrir ce que ce monde a à m'offrir. Il s'en est passé des choses. Il s'en est passé des choses de dingue durant l'exploration. Tout a changé. Toute ma perception du jeu vient d'être bouleversée. Et avant de vous raconter tout ça, bien sûr, voici quelques informations primordiales à savoir dans ce monde. Alors déjà, premièrement, je l'avais déjà remarqué, mais il y a des gens prêts à m'aider. Des marchands, des forgerons, des maîtres d'armes. Et au contraire, il y a des entités prêtes à me faire obstacle. Principalement des monstres pour le moment, et des soldats. Mais je vous l'ai déjà dit au début de la vidéo, il y a aussi les demi-dieux héritiers du trône qui veulent eux aussi devenir seigneurs d'Elden. Il y a un autre élément capital du jeu que j'ai pas encore mentionné et pourtant qui est primordial, les runes. Les runes, pour faire très simple, c'est comme si c'était l'âme qui constituait n'importe quel être vivant de ce monde. Tu tues un monstre, t'obtiens des runes. Quand tu tues un soldat, t'obtiens des runes. Quand tu tues les chèvres qui roulent, t'obtiens aussi des runes. Quand tu t'es perdu un peu trop longtemps et que tu vagabondes entre deux plaines et que tu tombes sur des cimetières, à côté des tombes, il y a des runes. Quand tu lèves la tête et que tu vois 3 personnes se faire crucifier, et ben au pied des croix, il y a des runes. Vous l'avez compris, à chaque fois qu'il y a un mort, il y a des runes. Et c'est super logique parce que moi-même, quand je meurs, je lâche toutes mes runes. Et il faut absolument que je les récupère en allant rechercher là où je suis mort. Et si malheureusement je meurs une deuxième fois, sans avoir pu récupérer mes runes, je les perds pour toujours. Et ça, c'est très embêtant parce que les runes, c'est ce qui va me permettre d'acheter des objets, des compétences, des sorts et même me faire passer de niveau. C'est pas comme n'importe quel RPG classique où tu obtiens de l'expérience et des golds. Non, là, tes golds, c'est ton expérience. C'est pas tout, il y a un autre élément qui est primordial dans le jeu si on veut survivre, c'est les fioles de soins. Et pour être plus général, c'est les fioles tout court, parce que j'ai 3 fioles différentes dans mon inventaire. Alors bien sûr, vous avez les 2 principales qui sont la fiole de soins et la fiole de points de compétence pour votre barre de magie, votre barre de mana. Et la 3e, c'est une fiole qu'on trouve un peu plus loin, dans une vieille église défoncée. Et c'est une fiole qui, en fonction de ce que vous mettez dedans, va vous donner des buffs. Et je peux vous dire que même si vous mettez rien dedans, ça vous buff quand même parce que le nombre de fois où j'ai bu dedans alors que j'avais rien mis dedans et que je me sentais plus fort uniquement par placebo, c'est un nombre incalculable de fois. Non, sérieusement, je me suis senti tellement con quand j'ai découvert que ça faisait plusieurs heures que je buvais dans une fiole vide. C'est terrifiant, j'ai vraiment 3 de QI. Bref, reprenons l'explication. Les fioles de soins et de mana, on peut les améliorer pour les utiliser plus de fois que prévu avec des graines dorées qu'on va trouver au pied d'arbres dorés. Et du côté des attaques, j'ai aussi des coups spéciaux pour mes armes qu'on appelle des cendres de guerre. Et le dernier élément important jusqu'à maintenant, c'est que le 3/4 des messages au sol ne sert absolument à rien. Et c'est marrant parce que si je vous dis ça avec tellement de conviction, c'est parce que j'ai cru en cette erreur pendant un peu trop longtemps. Parce que au contraire, moi je pensais qu'ils servaient à rien, mais les messages au sol, c'est du génie. C'est une mécanique qui m'a sauvé un nombre incalculable de fois. Et j'ai pris beaucoup de temps à le comprendre, et l'endroit où je l'ai compris, c'est un endroit très spécial. Les catacombes funestes. Les catacombes, c'est un peu le premier donjon sur lequel t'es censé tomber. C'est foutu comme n'importe quel donjon de jeu vidéo. Tu rentres dedans, il y a des ennemis, tu fais une action qui débloque la suite, il y a un ennemi un peu plus fort que tu dois battre, concrètement c'est un boss de donjon, et à la fin, quand tu l'as tué, tu repars avec une récompense. Il n'y a rien de plus basique dans le jeu vidéo d'aventure. Et pourtant, avec quelque chose d'aussi simple, quelque chose d'aussi basique, quelque chose qui est démodé pour la plupart des jeux, quelque chose qu'on ne fait plus tellement ça a déjà été fait, eh bien eux, ils n'ont pas eu peur de le faire. Parce qu'à travers cette simplicité, on comprend énormément de choses. Première leçon, toujours s'assurer qu'un ennemi est bel et bien mort. Sous peine de se faire achever par 40 squelettes qui t'encerclent parce que tu as oublié de les achever quand ils étaient au sol. Toujours explorer tous les angles pour ne pas rater un passage légèrement caché. Et du coup, la dernière et la plus importante leçon que j'ai apprise dans ce donjon que je vous ai dit juste avant, les messages sont en réalité hyper importants. Regardez là, il y a un message qui dit « Attention, droite ». Et quand t'avances, tu te fais attaquer par la droite. En fait, t'es pas tout seul dans ta quête, il y a des milliers de joueurs qui sont passés par là pour te prévenir. Et mec, fais attention, nous on s'est bouffé un sale coup d'épée qui venait de la droite. Fais gaffe. Rien que cette forme de communication, moi je la trouve dingue. Et je sais qu'elle est présente dans d'autres jeux de From Software, mais je vous l'ai dit, moi je les ai pas faits. Moi actuellement, je suis en train de découvrir quelque chose qui pour certains paraît banal, mais qui est tellement intelligent. Et je pense que je pourrais vous parler pendant des heures de ce que j'ai appris. Je pourrais vous parler du géant que j'ai croisé. Il avait l'air tout perdu, il était tout seul. On s'est affronté, je l'ai tapé à la tête. Il a eu tellement mal qu'il a commencé à se couvrir la tête. Le jeu vient de m'apprendre que les ennemis, c'était pas juste des gros hitbox. Non, non, il y avait des points faibles. Il faut savoir viser au bon endroit.
Je traverse un pont, je tape un monstre sur sa tête, il prend aucun dégât. Le jeu vient de m'apprendre que c'est pas toujours la tête le point faible. Et c'est ça qui est très fort, c'est que le jeu n'explique absolument rien, mais il arrive quand même à te communiquer des informations. Il arrive à tout expliquer sans rien te dire. Dernier truc sur le grand géant, regardez, quand il a plus que 60% de sa vie, il va sortir son épée. Le jeu vient de m'apprendre qu'en fonction des points de vie restants de l'adversaire, ils agissent différemment. Et ça, en réalité, je le savais déjà parce que j'ai passé 4 heures à me battre contre Margit, et donc j'avais remarqué que son marteau arrivait plus ou moins au même endroit de sa barre de vie. Mais surtout, c'est quelque chose de courant dans les jeux vidéo. Des monstres à plusieurs phases en fonction des points de vie qu'il leur reste. Dans la peau de quelqu'un qui débute, le jeu vient de lui apprendre une des mécaniques de game design les plus importantes. Sans aucune bulle de texte. Juste une seule action. Un seul géant qui sort son épée. Et tout ça, on le découvre à travers des paysages incroyables. Et c'est pas que les paysages, parce qu'il y a aussi plein de choses qui se passent. Le monde dans lequel on évolue, il est vivant. Tu croises 2 géants qui tirent une charrette suivis de dizaines de soldats qui ont l'air d'aller quelque part. Tu continues ton chemin et là tu croises la même charrette, complètement démontée. Tu continues légèrement et tu te rends compte que manifestement ils ont été attaqués par des créatures munies de hachoirs. Là tu deviens curieux, là tu veux savoir ce qui se passe. Tu braves les dangers et tu tombes sur le château des soldats complètement en ruine. Et en t'approchant légèrement de la grande porte, tu vois les créatures festoyer sur un immense tas de cadavres. Rien n'est posé là au hasard. En seulement quelques éléments, on a compris toute une histoire. Tu traverses le château et t'as un PNJ qui va te raconter ce qui se passe. Les monstres que l'on voit, ce sont les serviteurs du château qui sont devenus fous et ont commencé à attaquer les habitants. Et c'est marrant parce que après ça, je suis mort et comme j'avais pas le courage de retuer tous les monstres, j'ai quitté la zone pour aller explorer ailleurs. J'ai continué ma route et j'ai encore découvert des paysages que je ne pensais jamais voir. Regardez, là j'ai croisé un immense dragon. Et là, regardez, j'ai croisé un immense dragon. Toute une terre de dragons. C'est juste trop beau. On peut passer de l'herbe verte aux terres de cendres carbonisées jusqu'au brouillard avec ses immenses rafales de vent. Et pendant ce temps-là, Margit, il est toujours en vie. Je l'ai toujours pas battu. Ça veut dire que tout ce que je vois actuellement, c'est le début du jeu. C'est avant d'avoir pu tuer le premier boss. Et en réalisant ça, je me sens tellement stupide d'avoir essayé de tuer Margit aussi rapidement. C'est comme si dans Breath of the Wild, j'avais été directement au château de Ganon à poil pour essayer de le vaincre. Je veux dire, c'est possible, mais je serais passé à côté de toutes les histoires du jeu. Et du coup, la réelle question, c'est à quoi bon finir un jeu si j'ai rien vécu dedans ? À quoi bon tuer Margit si c'est juste pour déverrouiller un vieux succès Steam? À quoi bon déverrouiller la suite du jeu si j'ai pas été foutu d'en apprécier le début à sa juste valeur? Là actuellement on a pas mal exploré. Vous l'avez vu, j'ai changé d'équipement. Mais vous savez quoi? On va explorer encore un peu. J'ai croisé un arbre qui était pas un arbre. C'est une sorte d'homme-rat qui avait été banni et maudit. J'ai croisé un pot qui était coincé dans la terre et que j'ai aidé à déloger. J'ai fait la rencontre d'un monstre bestial qui m'offrait des récompenses à chaque fois que je lui ramenais un exemplaire de l'objet qu'il désirait. J'ai croisé une sorcière qui m'a donné le pouvoir de faire revenir à la vie des monstres pour qu'ils deviennent mes alliés. Et c'est là que j'ai décidé de prendre ma revanche. La satisfaction de battre un ennemi qui quelques jours auparavant me coupait en deux. Et c'est vraiment juste une question d'orgueil, parce que en tuant cet adversaire, j'ai juste reçu une arme qui, au final, ne va pas me servir à grand chose. Mais voir ce texte jaune apparaître, c'est la définition du bonheur. Et c'est donc avec une immense fierté que j'ai décidé de retourner sur la route de Vent Hurlant, le château que j'avais découvert avec les monstres qui s'étaient rebellés, pour explorer la zone juste à côté que j'avais complètement ignorée. Et c'est là que malheureusement quelque chose de très étrange s'est produit. Je croise quelqu'un que j'ai déjà vu, Irina. Irina, c'était quelqu'un que j'avais croisé sur le chemin vers le château de Vent Hurlant. Elle a pas bougé, Elle m'avait dit qu'elle s'était enfuie, mais que son père, commandant de Vent Hurlant, était resté pour se battre. Vous l'avez peut-être déjà deviné comme moi je l'avais deviné, mais le PNJ au château que j'avais croisé, c'était le père d'Irina. Sauf que là, je reparle à Irina et elle me donne une lettre à remettre à son père. Attends. Pourquoi t'as attendu que j'aille au château pour me demander de retourner au château? C'est une mécanique qui ne fait pas sens dans le cerveau d'un game designer. Je suis retourné voir le commandant pour lui donner la lettre et c'est là que j'ai compris quelque chose de primordial. Les dialogues ne s'épuisent pas automatiquement. Si je veux épuiser tous les dialogues des PNJ et donc faire avancer les quêtes en cours, je dois recommencer à leur parler jusqu'au moment où ils ont en effet plus rien à me dire. C'est
particulier. En tout cas, c'est pas du tout instinctif et surtout, je me rends compte qu'il y a sûrement plein de quêtes que j'ai pas lancées à cause de cette mécanique. Et c'est exactement à ce moment-là du coup que je réalise, il est où le menu des quêtes? Depuis le début, je parle à plein de gens et j'ai aucun moyen de savoir ce qu'ils veulent. Aucun moyen de savoir ce qu'ils m'ont dit et encore moins aucun moyen de savoir ce que je dois faire. Ça ne fait aucun sens. Le jeu attend de moi que je me souvienne de toutes les interactions que j'ai eues. C'est là qu'on voit que Elden Ring a pris un parti pris très radical. C'est que dans n'importe quel autre jeu, en prenant les jeux d'Ubisoft, parce que je les ai en tête, mais la map serait remplie de campements, d'objectifs, le moindre coffre serait indiqué, le moindre collectable inutile serait sur la map. À chaque nouvelle quête secondaire, j'aurais eu l'annonce en plein écran qui m'aurait dit nouvelle quête démarrée avec une liste d'objectifs très précis à faire pour la terminer. Mais là dans Elden Ring, on n'a rien. Est-ce que le manque d'informations dans Elden Ring comparé à d'autres types de game design est un défaut? Eh bien à mon sens, oui. Attention, je ne dis pas que tous les RPG doivent te spam de notifs et te guider mécaniquement vers ton objectif comme un espèce de robot, parce que justement c'est le meilleur moyen pour te faire décrocher de l'histoire et juste effectuer des actions sans réfléchir. Que le jeu devienne un espèce de travail avec une liste de courses, ça ne me plaît pas. Mais c'est pas pour autant que rien mettre du tout c'est réellement mieux. Le jeu est un immense monde ouvert. Je ne vais pas retenir tous les dialogues, et comme il n'y a aucune indication sur ce qui est important à retenir, chaque interaction avec un PNJ peut être un indice que j'aurai besoin dans le futur. Et pas dans le futur dans 1 heure, non. Dans le futur, dans peut-être 40 heures de jeu. Je ne vais pas retenir la ligne de dialogue d'un perso inutile à la base qui était dans un coin paumé de la map alors qu'entre temps j'ai battu des demi-dieux et des dragons. Elden Ring c'est un jeu super riche et j'ai autre chose à faire que de retenir la moindre ligne de dialogue. Et pourtant certains trouveront ça normal. C'est un jeu From Software, il faut s'y investir corps et âme. Tenir un journal à côté avec les dialogues que j'ai déjà eu, comme ça je peux le feuilleter et analyser les dialogues plus tard dans mon aventure. Sauf qu'en fait pour tenir un journal j'aurais dû le commencer dès le début. J'aurais dû dès le début savoir que c'était nécessaire. Et je vais pas effacer ma partie et recommencer depuis le début juste parce que j'ai pas noté le dialogue du mec qui m'insulte de sang servante au début du jeu. Maidenless. Le jeu aurait peut-être dû nous prévenir, attention, soyez vigilants, notez tout. Ou alors justement c'est une mécanique pour apprécier le New Game Plus. Le fait de revoir une deuxième fois les dialogues et d'avoir un nouvel œil dessus, c'est marrant et c'est très malin si c'est le cas, mais c'est pas à ça que je pense à ce moment-là. À ce moment-là, je pense à un truc qui aurait été incroyable, un journal comme dans Morrowind. Et je risque déjà de me faire insulter en prononçant cette phrase. Je risque de me faire insulter par tous les puristes de la difficulté. Tous ceux qui disent « Ouais, ceux qui jouent mage, ils ont pas réellement joué au jeu. Ouais, avoir un journal de quête, c'est vraiment te prendre par la main. C'est quoi ces gens qui arrivent pas à retenir des dialogues ?» Tous ces espèces de puristes qui cassent les couilles à tout le monde sur les forums. Parce que eux, ils ont réussi à battre le boss le plus dur du jeu sans se faire toucher avec une épée niveau 1 et pas d'armure. Et que du coup, ils se sentent objectivement supérieurs aux autres joueurs du jeu. Et qu'ils se permettent de cracher sur tous ceux qui n'arrivent pas à faire pareil. Non, je suis désolé de casser le rythme de mon aventure, mais cette histoire de quête, elle m'a trotté dans la tête assez longtemps, et donc je suis allé sur des forums, voir si c'était moi qui avais loupé un truc, moi qui n'étais pas assez intelligent pour comprendre le jeu, et non. Il y a plein de gens qui sont d'accord pour dire que s'il y a bien un seul défaut à Elden Ring, c'est son système de quête. Et dans mon exploration des forums, j'ai également trouvé des dizaines de mecs qui crachaient sur les gens qui utilisaient certaines classes, qui utilisaient certains objets. Et ça m'énerve. Et ça m'énerve parce que ces gens-là, déjà quand ils parlent, ils sont super hautains. Et surtout, en défendant un style de jeu super hardcore, ils crachent sur tout le travail des développeurs qui a été fait pour rendre le jeu varié, pour rendre le jeu diversifié dans ses combats, pour rendre le jeu rejouable, qui rendent le jeu agréable peu importe le type de gameplay que tu vas avoir. Grâce au système d'invocation, par exemple, on peut faire des runs pacifistes. On peut finir le jeu sans taper directement un seul ennemi. Ne pas utiliser certaines mécaniques du jeu pour le rendre plus hardcore et être fier d'avoir réussi un combat de la manière la plus compliquée possible, il n'y a aucun problème avec ça. Mais cracher sur les gens qui utilisent simplement les outils que les développeurs du jeu ont créés, ça m'énerve. Ça m'énerve profondément. Excusez-moi, revenons aux quêtes. Elden Ring aurait pu vraiment bénéficier d'un système de journal comme dans Morrowind. Dans Morrowind, votre personnage tient un journal où il va noter ce qui lui arrive jour par jour. Ce qui fait que si vous avez parlé à un PNJ qui vous a donné une information qui se révèle importante quelques heures plus tard dans le gameplay, vous pouvez feuilleter votre journal pour retrouver l'information. Et moi je trouve ça incroyable. Tous les joueurs les plus investis notaient sur quelle page de leur journal se trouvaient les informations liées à telle ou telle quête. Et les développeurs du jeu sont même allés un peu plus loin. Ils ont sorti un peu plus tard une version qui comprenait un filtre à mettre dans le journal du jeu. Ça permettait de directement trier les informations que tu avais sur un lieu précis accumulé au fil des jours, ou alors une quête précise accumulée au fil des jours. Et cette option, t'es pas obligé de l'utiliser. Tu pouvais choisir entre te simplifier la vie et accumuler des informations que tu pouvais trier par la suite, ou alors
alors continuer à feuilleter ton journal, comme si c'était toi qui avais littéralement pris des notes. Morrowind ne t'impose pas une liste de courses comme dans les autres RPG, et il ne te force pas à tout retenir de tête, même les dialogues les plus insignifiants. Parce que le problème d'Elden Ring, c'est que des fois on est tellement perdu, on va bloquer des quêtes. Parce que oui, dans Elden Ring, on peut bloquer des quêtes sans le savoir. Dans Morrowind, t'as ton journal qui t'évite de te perdre et qui te maintient dans l'immersion. Il est même écrit à la première personne pour maintenir l'immersion au maximum. La seule chose qui au final va nous servir de journal dans Elden Ring, c'est les messages des autres joueurs. Des joueurs qui justement ont galéré et qui ont pris la peine de laisser un message. From Software n'a sûrement pas créé de journal en se disant que c'était à nous, communauté d'Elden Ring, à nous entraider. Ou peut-être que tout simplement pour eux les quêtes secondaires c'est pas si important que ça. Regardez, sur ma quête de Vent Hurlant, j'ai apporté la lettre d'Irina au commandant. Il m'a dit qu'il devait rester pour protéger l'épée du château. J'avance, j'arrive sur la créature de la zone, elle me tue, bon, j'y retourne, je lui montre mon super talent de roulade plus spam le bouton R1 en boucle, je la tue, je récupère l'arme, je la montre au commandant, il peut enfin rejoindre sa fille en sachant que l'arme est en sécurité, et sur le chemin du retour, qu'est-ce que j'ai gagné? Attention spoiler, Irina est morte. C'est ça ma récompense. Alors en réalité cet événement va avoir un impact mineur plus tard dans le jeu, mais surtout il y avait une récompense au fait d'apporter la lettre au père d'Irina que j'ai tout bonnement ignoré sans le savoir. Quand vous donnez la lettre au père d'Irina et que vous allez affronter la créature du château, eh bien vous pouvez invoquer le père d'Irina pour qu'il vous aide dans le combat. Votre récompense pour avoir transmis la lettre d'Irina, c'est de l'aide. Mais bien sûr, ce n'est pas nécessaire. Et je pense qu'au final, c'est pour ça que From Software n'indique rien. Parce que toutes ces quêtes secondaires sont un bonus, une récompense pour ceux qui ont pris la peine de parler au PNJ et décrypter certains dialogues un peu vagues. J'ai eu exactement la même chose quand j'ai rencontré Blyde. En me baladant, j'ai vu sur ma map une icône de PNJ. Et je l'ai cherché. Alors j'ai trouvé un ours à la place et j'y ai presque laissé ma peau. Mais après le combat, j'y suis retourné, j'entendais le hurlement de Blyde et en levant la tête, je l'ai vu. Impossible de le faire descendre. C'est juste en retournant par hasard chez un marchand que j'ai vu une nouvelle option de dialogue qui parlait de la forêt. Et c'est là que le marchand m'a donné les instructions pour le faire descendre. Un pur hasard. Et je me dis qu'un bon game designer, il laisse pas les choses se dérouler par hasard. Il devait forcément y avoir un indice quelque part qui partait de la forêt pour mener au marchand. Et oui, ces indices, ce sont les messages des joueurs. En cherchant sur les forums, j'ai découvert que certains joueurs avaient fini par trouver la solution en lisant les messages qu'il y avait au sol. From Software utilise sa communauté comme élément de game design. Et c'est tellement risqué. Je sais pas si c'est stupide ou un vrai coup de génie, se reposer sur le fait que ta communauté va donner les indices nécessaires à la réalisation d'une quête. C'est pas comme avant avec juste les indices qui disaient « Ah, fais gaffe, il y a un monstre sur la droite ». Non, là on parle d'une quête. Une vraie quête. Et du coup, est-ce que c'est pas un peu de la fainéantise de la part des développeurs? Après avoir un peu réfléchi, je pense pas. Mais je me suis quand même posé la question, du coup c'est important de la dire à voix haute. Toute cette quête avec Blyde, elle sert pour un seul combat très spécifique et récupérer un item plus tard dans le jeu. Donc ouais, c'est loin d'être un élément très important au final. Parce que bien que Blyde soit un personnage important, cette première rencontre avec lui est purement optionnelle. Et donc c'est pas si grave de pas trouver comment le faire descendre vu qu'au final, la récompense, elle est minime. Mais j'aurais quand même eu tellement plus de satisfaction si j'avais trouvé des indices posés par le développeur qui m'auraient mené à la solution, plutôt que de la trouver par hasard. Parce qu'un bon game designer, il va disposer des éléments à des endroits précis pour que toi, en tant que joueur, ça te paraisse instinctif. Ça te paraisse instinctif de les utiliser exactement comme le développeur voulait que tu les utilises. Un bon game designer connaît la psychologie des joueurs et va réussir à t'embarquer dans un monde tellement bien ficelé que tout paraîtra logique, tout paraîtra cohérent. Mais cette histoire de quête secondaire, de journal comme dans Morrowind, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Quand tu veux tout comprendre par toi-même, pouvoir relire les dialogues mystérieux en boucle, c'est en effet plus simple pour les décrypter. Mais comprendre tout par soi-même, est-ce que c'est pas un peu égocentrique? Les fins alternatives, on peut me les raconter comme des légendes, et si je veux, je peux essayer de les trouver dans de prochaines sauvegardes. Ça voudrait dire que c'est un jeu tellement mystérieux qu'il faudrait le faire plusieurs fois. Regardez, il faut que je vous dise un truc. Un jour, j'ai tapé sur Google « Combien y a-t-il de PNJ dans Elden Ring ?» Et je suis tombé sur cet article de 2022 qui disait que, à présent, nous avons trouvé 21 PNJ dans Elden Ring. Un mois après la sortie du jeu, les centaines de milliers de joueurs qui ont joué au jeu n'ont pas été foutus de se mettre d'accord sur le nombre de PNJ. À présent, il y en a 21, mais peut-être que demain, il y en aura 22. Et si en un mois, des centaines de milliers de joueurs n'ont pas réussi à connaître une info en principe aussi simple, qui suis-je, moi, joueur tout seul dans sa chambre, pour découvrir tous les mystères de l'entreterre d'Elden Ring? Qui suis-je pour trouver toutes les quêtes du premier coup? Est-ce que le fait assez frustrant de ne pas pouvoir relire les dialogues est en réalité
réalité une volonté d'instaurer le mystère et pousser les joueurs à communiquer dans le jeu. J'arrive toujours pas à croire qu'il y a 4 ans, une liste a été faite en indiquant tous les PNJ en citant seulement une vingtaine d'entre eux. Parce que pour ceux qui se demandent, il y a une centaine de PNJ dans Elden Ring. Mais ça montre qu'il y a 4 ans, les joueurs avançaient dans un immense brouillard. Et chaque découverte, chaque post Reddit, chaque message sur des Discord obscurs était une nouvelle lumière qui venait enlever un peu de brouillard. Ce jeu est tellement rempli de mystères, il y a tellement de choses à découvrir. Un jour, ma curiosité sur l'histoire d'Elden Ring a été tellement grande que j'ai démarré une vidéo YouTube et que dedans j'ai trouvé cet extrait. Ils ont créé un jeu suffisamment obscur pour qu'il y ait un besoin de communauté, pour déchiffrer, pour qu'il y ait des éclaireurs, pour qu'il y ait des gens qui trouvent des choses, un peu comme dans la commune du speedrun, où tu as des gens qui vont regarder le code pour dire à des gens qui vont ensuite tester, qui sont plus avec la manette en main, tu vois. Il y a un truc comme ça d'entraide communautaire, et je peux comprendre que des gens aient envie d'une rétribution, notamment scénaristique, un peu plus facile, tu vois, genre, j'ai battu un boss, j'ai compris qui était le grand méchant, et en fait il veut faire ça et tout. Mais ça, tous les jeux te proposent ça quelque part, donc c'est très bien. Mais moi, je veux de plus en plus de jeux où tu comprends rien, je veux des jeux mystères, je veux des jeux où tu te dis qu'est-ce que c'est que ce truc effrayant que je ne comprends pas. Enfin, on est suffisamment adulte et aujourd'hui pour et entreprenant et dans l'entraide pour faire des choses par nous-mêmes et se frotter au mystère. C'est pas grave de pas tout comprendre, c'est pas grave de se sentir perdu, et c'est pas grave si un autre joueur nous explique ce que lui pense avoir compris de l'histoire. Parce que Elden Ring est un jeu rempli d'histoire, et chaque PNJ va petit à petit nous révéler son histoire. Vouloir comprendre toute l'histoire d'Elden Ring tout seul, ce n'est pas ce que, à mon sens, From Software voulait. Et c'est pour ça que je regrette un peu d'avoir pas connu la sortie du jeu, là où tout le monde était à fond, là où tout le monde parlait tout le temps du jeu, où tous les Discords étaient remplis de salons vocaux de gens qui théorisaient sur l'histoire d'Elden Ring, qui trouvaient les pièces du puzzle morceau par morceau et l'assemblaient petit à petit. Ça a dû être incroyable à vivre. Des choses comme ça, il faut les vivre. Elden Ring est rempli d'histoires vagues et cryptiques qu'on interprète comme on peut. Tout le chemin vers Vent Hurlant raconte une histoire sans pour autant qu'on ait besoin de lire quoi que ce soit. Parce que le seul humain qu'on croise nous raconte l'histoire des serviteurs assoiffés de sang qui se sont rebellés. Mais quand on voit certaines de ces créatures recroquevillées de peur dans le château, on se demande quelles étaient leurs conditions de vie. À quel point une rébellion aussi sanglante était légitime. Et c'est un peu plus tard, en aidant un noble à récupérer sa forteresse, que j'ai personnellement commencé à me poser des questions sur comment les créatures non humaines étaient traitées par les chevaliers qui semblaient contrôler les géants. Comment fonctionnait cet univers? Je commençais à me poser plein de questions quand tout à coup, en une seconde, tous mes questionnements se sont interrompus. Et j'avais plus qu'un seul objectif en tête. Et c'est parti pour la guerre! Putain, mais il fait super peur. Non, pas le feu. Oh mon dieu, c'est terrifiant. Attention au coup de queue. Ok. Elles sont les papates. Les patounes du dragon. Voilà, bouffe. Oh, je suis assez loin. Oh, je suis pas assez loin. Allez. Il est pas dur, il suffit de viser les pattes. Il est pas dur, faut rester proche. Ce qui est Oh mon dieu. Oh. Mais m'en fous, hein. C'est la guerre. Les batailles. Et ça, c'est à 20 mètres du spawn. Les cailloux, ça protège pas. On contourne. Ah la bouffe. Oh, le coup de queue, cours. Oh, let's go. Et c'est fini, frère, c'est fini. Aguil, le dragon volant. Ennemi majeur abattu. Tout ce que je viens de vivre, c'est arrivé parce que les game designers ont créé un premier boss incroyable. Margit, le déchu. Margit qui montre la complexité des combats dans Elden Ring. Il nous pousse à aller explorer ce que les développeurs ont créé pour nous. La difficulté aberrante du premier boss n'est pas un défaut, c'est l'unique solution pour pousser le joueur à découvrir tout cet univers, tout en lui laissant le choix de ne rien découvrir du tout. Lui laisser le choix d'essayer de passer des dizaines d'heures à tuer Margit en étant niveau 1. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens ont adoré et d'autres n'ont pas aimé, mais qui est factuel, c'est que Elden Ring te laisse le choix. Et justement, après avoir conquis des forteresses, vaincu des monstres, après avoir montré au chevalier de Godric ce que c'était un vrai guerrier, après avoir coupé en deux le chevalier doré, après avoir connu la frustration de perdre des quantités astronomiques de runes parce que j'ai pas réussi à les récupérer avant de mourir une seconde fois. Oh non. Oh putain. Après avoir rencontré Blyde pour l'aider à vaincre son adversaire dans les geôles éternelles, après avoir connu la peur de devoir esquiver des atrocités comme ces espèces de mini T-Rex dégueulasses, et avoir vaincu Aguil, le dragon volant que j'ai vraiment détruit en 3 essais en plus, hein. Je suis vraiment trop fier. Je pense qu'il est enfin temps de faire face à Margit. La première fois que je l'ai affronté, ça avait duré 4 heures.
4 heures durant lesquelles j'ai pas abandonné parce que malgré tout, on sent que le boss est pas infaisable. On sent qu'on a une chance de le battre en jouant correctement. On sent qu'il a été conçu pour nous pousser à bout. Tous les nouveaux joueurs, moi y compris, qui ont spam les roulades pour esquiver ses coups avant de se rendre compte que les développeurs savaient qu'on allait faire ça. Et donc Margit, au lieu de taper directement, il va attendre un peu pour te perturber dans tes timings. Et tous ceux qui au moindre mouvement prennent peur et tentent d'esquiver au lieu d'attendre le bon moment se font directement punir. Ce combat n'est pas simple et Margit est loin d'être le boss majeur le plus facile du jeu, et pourtant c'est bel et bien le premier adversaire qui va te bloquer la route. La première fois que je l'ai affronté, en 4 heures d'essai intensif, j'avais réussi à identifier que 2 attaques qui permettaient de le taper. Le plongeon et ce que j'appelle la double toupie. Mais tout comme tous ces décors que j'avais pas vus alors qu'ils étaient sous mes yeux, les autres faiblesses de Margit aussi, j'avais pas été capable de les voir. Pourtant depuis le début, il me les montre. La force d'Elden Ring, c'est d'offrir au joueur le choix de sa propre difficulté, sans pour autant te demander à quelle difficulté tu veux jouer au jeu. Si tu veux aller niveau 1 sur un boss, tu peux. Tu vas souffrir, tu vas rager. Punaise, j'en peux plus. Et probablement abandonner. Mais tu peux. Si tu veux farm 20 heures pour revenir niveau 50 et défoncer le boss, bah tu peux aussi. T'as tellement d'environnement dès le début que farm c'est pas juste reset le même camp en boucle. En 20 heures, t'as à peine le temps d'explorer toutes les zones qui sont déjà à ta disposition dès la première seconde du jeu. T'as tellement d'ennemis différents, tellement de paysages différents, tellement d'histoires différentes, mais surtout tellement de manières de jouer différentes. Tu veux être au contact de l'adversaire et placer d'immenses coups d'épée? Pas de problème. Tu veux 2 épées? Avec plaisir. Tu préfères jouer à distance? Prends ton arc et vas-y, joue à distance. Ah non, pardon, t'es plus du genre Gandalf? Bah vas-y, amuse-toi avec tous les sorts disponibles. Ah non, pardon, t'es pacifiste et tu refuses de donner le moindre coup à tes adversaires? Bah c'est possible aussi. Et là, c'était mon tour. C'était à moi de le battre. Foul tarnished. Margit the Fell. These foolish ambitions to rest. Allez! 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 Je comprenais pas le succès d'Elden Ring, je comprenais pas comment c'était possible qu'autant de gens l'aiment. Et quand j'ai enfin mis le coup final, j'ai enfin compris. C'était le début de l'aventure. Quand j'ai enfin réussi à tuer Margit après avoir exploré toutes les terres qui s'étendaient devant moi, c'est en regardant ce château, qui au début paraissait si lointain, que j'ai compris que mon épopée ne faisait que commencer. Et je suis désolé pour tous ceux qui ont déjà joué au jeu et qui avec cette vidéo espéraient revivre leur boss préféré à travers mon aventure. Je suis désolé pour tous ceux qui ont rencontré un PNJ marquant qu'ils ont adoré et qui ne verront pas ici. Je suis désolé si je vous ai fait croire que j'étais assez fort en écriture pour résumer tout votre amour pour ce jeu en seulement quelques minutes. Mais les questionnements que j'avais au début de la vidéo, je les ai plus. Je me demande plus pourquoi les gens considèrent ce jeu comme un chef-d'œuvre. Je me demande plus pourquoi est-ce que je ne vois pas en quoi ce jeu est si unique. Je me demande plus pourquoi je pouvais pas être heureux comme tout le monde était heureux en 2022. C'est fini. Toutes ces questions ont péri. Cette vidéo n'a pas besoin d'aller plus loin. C'est après avoir exploré toutes ces terres et en ayant vaincu Margit le déchu, qu'en regardant la route qui s'ouvrait à moi, des dizaines de nouvelles questions ont envahi mon esprit. Quelle est ma place dans cet univers? D'où viennent les immenses structures en ruine qui remplissent le paysage? Pourquoi absolument chaque église est détruite? Qu'est-il réellement arrivé la nuit des couteaux noirs? Qui est la personne qui a perturbé l'ordre de ce monde? À quoi ressemblent tous les différents demi-dieux? Vais-je pouvoir les vaincre? Et c'est avec le désir de répondre à toutes ces questions que j'ai enfin compris le plaisir qu'allait être Elden Ring. Et oui, le jeu a ses défauts. Vous savez ce que disent les gens sur Twitter, c'est toujours exagéré. Masterclass, chef-d'œuvre, c'est des mots qui n'ont plus aucune valeur maintenant. Elden Ring n'est pas le jeu parfait. Il y a des bugs, des quêtes qui se bloquent, des mécaniques pas au goût de tout le monde. Mais vous pensez vraiment que ces défauts-là vont m'empêcher de profiter de chaque cinématique? Vous pensez que ça m'a empêché d'avoir des étoiles dans les yeux à chaque fois que je voyais un ennemi démesurément grand à abattre? Vous pensez que ces défauts-là m'ont empêché de m'arrêter quelques secondes pour profiter du paysage et admirer la beauté que j'avais devant les yeux? Le jour où j'ai vaincu Margit, c'est le jour où j'ai compris que j'allais aimer ce jeu. C'est le jour où j'ai su que j'allais être heureux de le terminer.
Et vous savez c'est quoi le meilleur dans tout ça? Ce boss qui m'a fait réaliser tout ça. En réalité, ce boss-là, il est complètement optionnel. Margit est contournable. Mais allez vous faire foutre, From Software. Vous êtes diabolique. Vous venez de créer un protagoniste. Un protagoniste qui va devenir Seigneur d'Elden. The fallen leaves tell a story of how a tarnished became Elden Lord.